Un peu d'histoire. L'oiseau a toujours fasciné l'être humain par sa capacité à voler. Cette fascination est ensuite devenue un rêve irréalisable et si obsédant qu'il a même pris place dans les contes et les légendes, mais aussi un rêve qui a fini par exister. Léonard de Vinci, personnage historique de renom, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain, est l'un des premiers à imaginer ces machines volantes. Mais ce n'est qu'en 1783 que les premiers hommes vont pouvoir réaliser le vieux rêve d'Icare avec les montgolfières des frères Montgolfier en 1783, possédant de très peu les ballons à gaz de Jacques Charles. Ces engins dits plus légers que l'air sont tributaires du vent. L'aéronautique ne va vraiment prendre son essor qu'avec les ballons dirigeables de Henri Giffard en 1852. En parallèle au développement des plus légers que l'air, d'autres pionniers se tournent à la fin du XVIIIe siècle vers le plus lourd que l'air, qui deviendra l'avion. La paternité des premiers vols planés, comme celle des premiers vols motorisés, est contestée pour des raisons de définition. Certains essais de vol plané, s'ils ont réellement eu lieu, sont plus proches du parachute que du planeur, et certains décollages motorisés nécessitaient une assistance au sol. De plus, les sentiments chauvinistes ne sont pas exempts de certaines revendications. Otto Lilienthal, en Allemagne, réussit plusieurs centaines de vols planés et documentés dans la dernière décennie du siècle. En 1990 et 1991, Clément Ader, en France, serait parvenu à faire décoller un avion équipé d'un moteur à vapeur devant témoins, mais ces tentatives restent sans lendemain. Ce sont les frères Orville et Wilbur Wright aux États-Unis qui, à partir de 1903, peuvent non seulement faire décoller leur appareil, mais parviennent à le contrôler sur des distances de plus en plus importantes, atteignant 124 km en 1908. Ces vols sont documentés et font l'objet de démonstrations, y compris en France. La seconde voie à explorer est celle de l'hélicoptère. À masse égale, il nécessite une puissance nettement plus élevée que celle de l'avion pour assurer la sustentation. Pourtant, dès 1907, Paul Cornu, en France, réussit le premier vol libre. Cependant, les progrès de l'aéronautique restent lents, mais un événement va changer cela, la guerre. En effet, le premier conflit mondial qui survient à peine une décennie après les premiers vols voit le développement de l'avion en tant que moyen de renseignement sur les positions ennemies. Les avions s'équipent de mitrailleuses pour pouvoir abattre l'adversaire et l'empêcher d'accomplir ses missions. Les constructions aéronautiques entrent dans l'ère de la grande série puisque certains modèles sont construits en plusieurs milliers d'exemplaires. La fin du conflit met sur le marché un grand nombre de pilotes et d'appareils. Les premières tentatives d'utilisation commerciale de l'avion apparaissent et des compagnies se forment pour transporter le courrier, puis des passagers, sur des lignes régulières. La navigation aérienne utilise les méthodes issues de la navigation maritime et nécessite donc que la visibilité soit bonne. Le vol reste tributaire à la météorologie. La concurrence entre l'avion et le dirigeable pour le transport des passagers se développe au cours du premier tiers du XXe siècle et se termine tragiquement avec l'accident du dirigeable Zeppelin Hindenburg en 1937. C'est la fin de l'aérostation qui n'est plus qu'une discipline destinée au sport et aux loisirs. Les forces armées de leur côté ont vu l'intérêt de l'avion pour le renseignement mais aussi pour le bombardement. La course à l'armement est lancée et les nouveaux appareils sont spécialisés, bombardiers, chasseurs, attaques au sol. Il est tactiquement intéressant de voler de plus en plus haut, de plus en plus vite et de plus en plus loin. La course au record en tout genre est lancée et c'est la période des exploits. Traversée des mers puis des océans, survol des massifs montagneux, croisière longue distance. Le second conflit mondial est caractérisé par une utilisation massive de l'avion pour des missions de bombardement et, en corps et l'air, des chasseurs et intercepteurs chargés de les protéger ou de les détruire. Sur le plan technique, c'est aussi l'apogée du moteur à piston. Le développement du réacteur vers la fin du conflit et l'apparition du radar vont permettre, la paix revenue, l'essor du transport aérien commercial. De nouveau, à la fin du conflit, des pilotes entraînés et des avions se trouvent disponibles en grand nombre. Les progrès réalisés dans le domaine du radar permettent de suivre et de guider l'avion en volant sans visibilité. Les compagnies aériennes naissent et commencent à concurrencer les paquebots et les trains, au moins pour le voyage en conditions luxueuses. La mise en service du Boeing 705 par la Pan Am en 1958 marque le passage du transport aérien commercial de masse. La concurrence est vive entre les compagnies et s'intensifie encore avec la dérégulation lancée aux États-Unis en 1978. Les paquebots transocéaniques disparaissent et le train lui-même est concurrencé sur les trajets de durée supérieure à 3 heures. Sur le plan militaire, la compétition continue entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. Le mur du son est atteint puis largement dépassé. Les bombardiers supersoniques volent à Mach 2 et les intercepteurs à plus de Mach 3. La nature du combat change avec les performances du radar de détection et l'utilisation des missiles air-sol et sol-air pour empêcher la pénétration. L'accent se porte sur des performances nouvelles comme la furtivité et la pénétration basse altitude sous la couverture du radar.
L'aéronautique depuis ses origines lutte pour l'allègement des structures et l'augmentation de la puissance. Ce n'est qu'en 1977 que le premier vol utilisant un moteur humain sera réalisé à bord du Gossamer Condor, un avion de moins de 32 kg. À l'opposé, l'Airbus A380 est en service commercial depuis 2007. Ces 4 réacteurs développent une poussée suffisante pour faire décoller plus de 400 tonnes. Dans tout cela, le mécanicien joue un rôle central. Il est le garant du bon fonctionnement de l'appareil, mais aussi des personnes qui monteront dedans, que ce soit dans le domaine civil ou militaire. Il est chargé de la maintenance des aéronefs avant et après vol. Responsable d'une partie de l'avion, il démonte et vérifie l'état et la conformité des pièces de l'avion. Lors des visites standards planifiées, il contrôle les éléments d'équipement, vérifie les systèmes mécaniques, électriques, hydrauliques. Il mène des essais d'entretien et des recherches de panne. Il change les pièces défectueuses et établit des fiches techniques. Il peut aussi effectuer des contrôles pré-vol. Lorsqu'il est qualifié, il renseigne aussi le CRM, compte rendu de vol, et délivre l'APRS, approbation pour remise en service. Cela demande beaucoup de rigueur, d'application, de travail et d'attention. Une erreur de sa part. Ce seront des centaines de personnes qui en paieront les conséquences, et ce, malgré les contrôles de sécurité. Bien sûr, il en existe différentes spécialisations. Nous allons maintenant parler des diplômes de mécanicien aéronautique. Le CAP mécanicien cellule d'aéronef regroupe des compétences mécaniciennes à la fois liées aux activités sur chaîne d'assemblage et aux activités de maintenance des aéronefs. Le mécanicien cellule d'aéronef peut exercer en atelier et sur chaîne d'assemblage aéronautique et dans des ateliers de maintenance des aéronefs. Il assure les interventions, dépose-repose sur les principaux systèmes qui équipent les aéronefs modernes, tels que les commandes de vol, la génération hydraulique. La mise en œuvre dans le cadre de la fabrication ou de la réparation, différents matériaux utilisés et des outillages spécifiques, la réalisation des inspections et le repérage des défauts. La langue internationale professionnelle lue est l'anglais. Le mécanicien cellule d'aéronef travaille en général dans des entreprises qui assurent la fabrication de pièces de structure, l'assemblage des sous-ensembles ou des ensembles, la construction des aéronefs, la maintenance, y compris les grandes révisions périodiques, la maintenance ou la transformation des aéronefs. Le titulaire du Bac Pro MSc, mécanicien système cellule, est un technicien qui intervient dans les secteurs de la construction et de l'exploitation aéronautique. Il évolue dans un contexte international au sein d'une équipe pluridisciplinaire. La langue internationale professionnelle est l'anglais. Au cours de cette formation, les élèves préparant le baccalauréat professionnel cumulent les heures de formation en aéronautique, accordant les dispenses de certains modules en mention complémentaire. L'activité se situe dans la branche entretien et réparation des avions, et a pour but d'assurer la fiabilité technique des appareils exploités et la sécurité des personnes transportées. Le mécanicien système cellule exerce à un niveau élevé de qualification l'assemblage ou la réparation de structures, la pose-dépose de sous-ensembles mécaniques et électriques, le démontage, montage et réglage de sous-ensembles mécaniques et électriques, la recherche de panne et dépannage sur les différents systèmes, la mise en œuvre et essai des systèmes au sol, la mise en configuration d'un aéronef avant le vol, le contrôle des sous-ensembles ou ensembles et inspection de zones, la participation à des enquêtes techniques. Il travaille dans un atelier, en hangar, en piste, dans des entreprises qui construisent des aéronefs, assurent la maintenance ou exploitent les aéronefs. Cette mention vient en complément du baccalauréat professionnel aéronautique MSc, mécanicien système cellule. Les élèves qui suivent cette formation se préparant en un an aux épreuves du diplôme national, mention complémentaire, et d'une licence théorique à portée européenne Part 66. La mention complémentaire aéronautique a pour objectif principal la spécialisation en maintenance et l'approfondissement des connaissances dans l'une des deux options suivantes, avion à turbomachine, avion à moteur à piston. Le titulaire de ce diplôme doit préparer chronologiquement les tâches à effectuer à l'aide d'une documentation technique, prendre connaissance des consignes d'hygiène et de sécurité propres à l'intervention, contrôler visuellement à l'aide d'instruments de mesure la conformité de l'état des systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques, comprendre l'origine d'une panne et déterminer les actions à mener pour remettre le système en état, démonter le système à réparer, remplacer les pièces usées ou défectueuses et remonter l'ensemble, régler les organes mécaniques ou électroniques, assurer l'approvisionnement en pièces de rechange, commander et utiliser des pièces d'origine certifiées, s'assurer que les systèmes sont correctement remontés, remplir et signer les fiches techniques d'intervention.
Le titulaire du BTS, brevet de technicien supérieur aéronautique, est un spécialiste qui, dans les sites d'assemblage et de maintenance des aéronefs, participe à l'ingénierie pour préparer l'activité des opérateurs, intervient en production pour contrôler, adapter et mettre au point les systèmes et les équipements embarqués, et assure la relation technique entre le constructeur ou l'entreprise de maintenance et les clients. Son activité consiste donc à participer à toutes les étapes de l'ingénierie, organisation, conception, vérification, à conduire les activités de réseau, d'essai, de diagnostic et de mise au point sur les aéronefs en montage, y compris en piste, et ou en maintenance en base ou en ligne, à assurer en autonomie le support technique auprès de la clientèle. Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique peut exercer ses activités dans différents services d'entreprise, que ce soit en construction ou en équipement d'aéronefs ou en maintenance aéronautique. Ce mécanicien doit avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise. Les activités sont exercées de façon participative. En revanche, les activités de mise en œuvre peuvent être exercées en pleine autonomie et, à ce titre, l'animation d'une équipe de techniciens peut lui être confiée. Ces activités le placent donc en situation permanente de communication avec sa hiérarchie, avec les techniciens de son équipe, avec le client et avec les partenaires tels que le donneur d'ordre ou les sous-traitants. Le CAP électricien sur système d'aéronef regroupe les compétences liées aux activités de fabrication de câblage, d'intégration de systèmes électriques d'aéronef, de pose de dépose sur des systèmes et sous-systèmes électriques, de contrôle des réalisations et des tests de bon fonctionnement. Le titulaire du diplôme exerce principalement dans des entreprises de construction et d'aménagement d'aéronefs. Il s'agit d'électriciens monteurs, exerçant en atelier et sur chaîne d'assemblage aéronautique, principalement dans les entreprises de construction aéronautique, les sous-traitants, les équipementiers, les entreprises de maintenance. Le titulaire du CAP électricien sur système d'aéronef travaille au sein d'une équipe et est directement responsable de son activité, dans le respect des habilitations, des procédures et des règles d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, et conformément aux normes et à la réglementation, DGAC, ISO, JAA, FAA. Le titulaire du CAP électricien système d'aéronef doit être capable de réaliser les activités suivantes: la préparation de travail, l'assurance qualité, la fabrication, l'intégration, le montage et les modifications, la dépose et repose de systèmes électriques, les essais, le repérage et l'identification des défauts des circuits électriques sur aéronef.